Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film japonais assez spécial. Sorti en 1998 et réalisé par le cinéaste Hirokazu Koreeda, Afterlife, ou en version originale, Wonderful Life. Oui, bon, Wonderful Life, ça aurait pu s'appeler comme ça finalement, mais bon, je crois que c'est le titre international, Afterlife, parce que ça parle de ce qui se passe après la vie. Deuxième long métrage de fiction à l'époque pour un metteur en scène qui avait débuté dans le documentaire, et c'est très important de le préciser ici. Au casting, nous retrouvons actrices et acteurs japonais de diverses générations, puisque Koreeda parle souvent des générations, il le fait aussi fatalement dans les actrices et acteurs qu'il emploie, mais aussi d'ailleurs des amateurs là-dedans, parce qu'il y a un vrai mélange là-dessus entre réalité et fiction. Le rôle principal étant confié à Arata Iura, tout jeune à l'époque, qui fait son premier rôle au cinéma, qui est ensuite devenu styliste aussi. On reconnaîtra Susumu Terajima, qui a beaucoup joué chez Kitano et puis par la suite chez Takashi Miike, et quelques vieilles gloires peut-être du cinéma japonais, par exemple Taketoshi Naito, ou encore Kyoko Kagawa, cette dernière a joué pour Ozu quand même, etc., etc. On va pas rentrer trop dans les détails sur qui est à l'affiche, parce que c'est pas forcément le plus important, quand bien même d'ailleurs chacune et chacun soit très bien impliqué dans ce qu'il a à faire ou elle a à faire devant l'écran, devant la caméra, devant les diverses caméras et dispositifs mis en place par un Koreeda qui veut nous raconter ici une histoire donc sur le papier fantastique d'une sorte de station purgatoire, des limbes, où travaillent des gens, enfin des esprits, on ne sait pas, bref, sorte de station entre la vie et la mort, où sont accueillis des âmes récemment défuntes, enfin, qui apparaissent en tant qu'êtres humains, qui viennent donc de décéder, et qui vont passer un entretien, on le voit, comme ça, afin qu'ils décident, et ceci en quelques jours à peine, quels souvenirs ils veulent se remémorer précisément, afin de pouvoir le vivre par la suite dans une sorte d'éternité formidable, certes en oubliant tout le reste de leur vie, mais on leur propose donc ceci, un repos éternel dans le moment le plus heureux de leur existence, le moment choisi en tout cas. Et on voit donc plusieurs interviews comme cela, face caméra, donc de ces gens qui viennent de partir, et qui essayent de trouver le bon moment. Et parmi ces personnes-là, vous avez à la fois des actrices et des acteurs professionnels, et des gens comme ça, qui ont été vraiment appelés pour jouer le jeu. Alors, ils ne jouent pas forcément leur propre rôle, et pour cause, puisqu'ils sont en vie devant la caméra, là, mais par contre, les souvenirs dont ils se rappellent sont des vrais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une part d'improvisation, une part d'écriture aussi, pour celles et ceux qui ont été castés pour l'intrigue. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que Koreeda, ici, donc il pousse son envie de fiction, après un premier long-métrage que je n'ai pas vu, qui a eu un petit succès quand même, mais il se remet aussi à ses origines du documentaire. Précision importante. Et donc, ces gens, on va suivre un petit peu, c'est pas des trucs à sketch, mais des petites séquences comme ça, des petits, si vous voulez, petites pastilles. On va s'intéresser plus à certains que d'autres, peut-être. Et on va voir donc des souvenirs qui sont peut-être un peu facétieux, artificiels, ou d'autres très importants et impactants. Et donc, l'idée, c'est que cette équipe-là, de travailleurs sociaux de l'au-delà, c'est un peu ça, puisse aider à la mise en scène, donc parce qu'on va essayer de filmer ces moments-là, afin qu'après, ils disparaissent là-dedans, et vivent donc dans cet ultime souvenir, recréé à l'écran, et pour eux. C'est-à-dire que c'est un film qui fait la mise en abîme aussi théâtrale. On va voir donc certains moments, certaines confections de ces souvenirs, façon un peu système D par moment. Il n'y a pas beaucoup de budget dans l'au-delà pour remettre en scène cela. Par contre, tous ces travailleurs-là ont à leur disposition des VHS qui montrent des moments vraiment de la vie de ces gens qui viennent de mourir. C'est très spécial quand même. Et donc on a des mises en scène différentes. C'est pour cela que Koreeda s'est entouré de deux chefs-op. L'un c'est Yutaka Yamazaki, qui était, je crois, qui avait déjà travaillé, peut-être pas avec Koreeda, mais dans le documentaire en tout cas. Donc ça c'est pour les scènes de séquences où on voit les entretiens, etc. Très terre-à-terre si vous voulez. Ça a été fait même, certains passages que vous voyez là, ont été gardés de la préparation du film, avec donc des gens qui ont été en mode témoignage, et Koreeda derrière
a voulu garder cela. Je ne sais pas si c'était son intention de base, mais pourquoi pas. Et l'autre chef-op, c'est un certain Masayoshi Sakita, qui est un photographe de rock, d'ailleurs, et qui avait travaillé chez Jim Jarmusch. Et qui va mettre là, en séquence, les moments un peu alors c'est du mélange de Super 8, Super 16, je crois, mais les moments où on voit les instants de vie de ces gens, afin de les aider à revivre les souvenirs, les mémoires, etc. Bon, c'est particulier, hein, c'est un principe remarquablement original. Un film sur l'après-vie, avec des âmes qui réfléchissent sur ce qu'ils ont vécu. Ça me rappelle, mais dans un autre style, ce que fera Keiichi Hara 12 ans après, en 2010, hein, si je ne me trompe pas, avec son film d'animation remarquable, Colorful. Pas tout à fait pareil, mais cette idée d'âme, là, qui essaye de se rappeler. Bon, j'en dis pas plus. Et c'est du cinéma de Koreda. Koreda, c'est un metteur en scène profondément humain, qui s'intéresse à l'humain, à la vie et à la mort, aux souvenirs, au deuil, aux générations aussi, à tout cela. C'est un peu tout cela ici déjà. Alors je sais pas ce que le premier film... Je crois que le premier film est en lien avec le deuil déjà, donc voilà. Et il cristallise quelque chose de très fort. C'est un film, je ne sais pas trop quoi en penser ultimement, et j'avais envie de dire, je m'en fiche de l'appréciation que je peux avoir dessus, parce qu'il m'a suffisamment impacté émotionnellement et moralement pour qu'il reste gravé dans mon fort intérieur. Ça peut s'épuiser par moments par le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, qu'il y ait des redondances, et que tu sens que tu aurais pu enlever 20-30 minutes, te concentrer plus sur certains, et que ça aurait tout aussi bien marché, peut-être plus sur l'implication émotionnelle autour, donc un moment du nœud dramatique et fictif de l'intrigue, parce qu'à un moment il y a quelque chose d'écrit, ça se sent, entre un personnage qui travaille là et un des décédés. Je ferai une mini-zone spoiler peut-être sur eux. Mais bon, il y a des moments un peu anecdotiques qui sont intéressants quand même dans le déroulement global. C'est-à-dire, par exemple, il y a une jeune fille qui veut se remémorer d'un moment à Disney World ou Disneyland, je sais plus, bon bref. Et il y a une des assistantes qui s'appelle Shiori, qui est jouée par Erika Oda, qui va lui conseiller de choisir autre chose de plus organique, quoi. Et c'est ce qui va se passer, elle va la remercier, parce que mon souvenir à Disneyland, bon, super, vivre éternellement là-dedans, ça a ses limites. Donc il y a ça, d'ailleurs c'est intéressant de voir cette jeune travailleuse, enfin jeune dans l'au-delà là, qui va être appelée peut-être à gagner, on va dire, ses galons par la suite. Bon. Et il y a cette autre jeune, la Takashi, jouée par Arata Iura, qui lui va avoir une importance capitale dans l'aide qu'il va apporter peut-être à une personne âgée qui vient de mourir et qui a du mal avec un de ses souvenirs, avec son épouse. Il y a eu une sorte de mariage forcé là, il va se passer quelque chose d'assez étonnant là. Donc oui, il y a des petits trucs secondaires là, avec la fille Disneyland par exemple, mais il y a des trucs importants comme cette histoire là. Bon, il y a d'autres trucs qui peuvent être entre les deux, notamment ce jeune homme là, qui est incapable de choisir un souvenir. Voilà, et ça a une importance. Si tu choisis pas de souvenir, je développerai ça par la suite. Et donc derrière, dans le dispositif, c'est particulier parce que c'est pas censé être triste trop, mais c'est quand même filmé dans une sorte de limbe. Oui, il y a des plans très fixes, décors très sombres dans cet endroit-là. Les gens sont pas malheureux, hein, même ceux qui travaillent, entre guillemets, mais il y a quelque chose d'assez... dans une sorte de pesanteur, quoi. Et c'est vrai que... Et puis il y a des moments, évidemment, de cadrage, ou de surcadrage sur des portes qui s'ouvrent, ou des petites lucarnes qui appellent à quelque chose d'autre, peut-être, puisqu'on est dans un monde de passage, des gens viennent de la vie, et sont potentiellement, après, appelés à aller dans l'au-delà, vraiment, en étant aspirés dans une sorte de béatitude éternelle. Bon, peut-être pas, justement. Il y a aussi ce questionnement-là. Alors ça permet aussi à Koreda de réfléchir sur son Japon et la société, de voir comment, à travers le temps, par rapport à certains souvenirs, certains couples pouvaient peut-être être donc dans un mariage forcé. Donc ça c'est une vérité aussi, hein, dans une société un peu old school japonaise, de voir aussi des souvenirs de guerre. Je reste vague là-dessus. Le suicide japonais est aussi mentionné à un moment. Il y a un personnage par exemple qui a failli se suicider, mais qui a été sauvé par une apparition, par quelque chose un peu mystique, et c'est ce souvenir qu'il veut garder. Et donc Koreda fait aussi son travailleur social un petit peu du cinéma, comme il l'a été en tant que documentariste, et comme il le sera aussi par rapport à certains films qu'il fera par la suite, bien sûr, parce que c'est quand même pas mal inspiré de faits réels pour parler de choses et de sujets graves. J'ai déjà évoqué sur la chaîne quelques films, hein, comme Still Walking ou Nobody Knows, par exemple, et j'en passe. Et c'est un film qui est assez important, en fait, à avoir, parce que c'est le premier qu'il maîtrise absolument en termes de fiction avec son scénario et son dispositif. Il fait des choix assez étonnants, et c'est
ça passe ou ça casse, mais ça passe en fait. Avec le recul, je sais que je vais vraiment encore plus aimer le film. Et c'est très important, du coup, à voir comment décortiquer ici une œuvre de cinéma, certes, qui réfléchit sur le cinéma et sur la vie à la fois. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'il fait du cinéma dans le cinéma, avec la confection, reconfection de ses films. Il y a aussi ces VHS de souvenirs de tranches de vie qu'on voit. Et lui, donc, il développe l'humanité de ses personnages, il va au plus profond de leurs émotions, et il en fait aussi, donc, sa fiction dans la fiction. Et il fait réfléchir les spectateurs sur ce que pourrait être la vie. Et la vie, une fois arrivé au bout, quel souvenir on veut garder de celle-ci? Et ça, c'est terrible, parce que ça fait travailler, on va dire, l'esprit, le cerveau, tout ce que vous voulez. Et arrivé au bout, tu te dis, mais quel souvenir tu voudrais garder de ta vie si jamais tu pouvais le vivre éternellement? Et ce principe-là, c'est un peu vertigineux. Vous voyez, là, on me poserait cette question aujourd'hui, je ne serais pas capable de choisir. J'aurais bien quelques idées, mais les hésitations seraient terribles, en fait. C'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être parfois des non-choix s'imposent, et je vais revenir là-dessus sur la zone spoiler. Parce que, autant ce jeune homme que l'on voit là, qui n'arrive pas à choisir et qui ne veut pas choisir, bon, eh ben il va être, on va dire, condamné à devenir un de ces travailleurs sociaux. Parce que ces gens-là qui travaillent dans les limbes, là, ce sont des anciens décédés, qui n'ont pas pu choisir ce moment-là, et qui donc, par ce non-choix, ont accepté de facto une sorte de responsabilité, c'est-à-dire à guider les âmes qui arrivent là pour qu'elles puissent, elles, choisir les bons souvenirs. Certains, c'est par choix, par refus de choix, parce qu'ils ne savaient pas trop, etc. Et parmi eux, donc, il y a le personnage principal de Takashi, qui est tout jeune, hein. Et on apprend qu'il est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, aux Philippines, quelque chose comme ça, donc vers la vingtaine. Et, incroyable mais vrai, il va se retrouver en connexion avec l'un des personnages âgés, la Watanabe, qui vient de décéder à plus de 70 ans, et qui a eu cette épouse forcée, ce mariage non heureux. Il essaye d'avoir un souvenir par rapport à elle. Et bien figurez-vous que cette épouse qui n'a pas voulu, ben, c'était la petite amie du jeune assistant travailleur là, qui est mort pendant la guerre. Et il se passe quelque chose de très fou là-dessus. Il va y avoir un lien qui va se faire là, c'est-à-dire que l'un va aider l'autre et l'autre va aider l'un d'une certaine façon. Parce que, arrivé au bout, Takashi va décider de se souvenir d'un moment avec cette petite amie, parce qu'il s'est rendu compte que celle-ci s'est souvenue d'un moment de bonheur avec lui. En gros, il a fait partie du bonheur de quelqu'un. Donc parce qu'il pensait peut-être, en faisant ce non-choix à l'époque de sa mort, qu'il n'avait pas eu de bons moments, en fait. C'est triste, mais c'est comme ça, il est mort trop jeune. Mais en fait, si, il a vécu le bon moment de quelqu'un, il a été dans le bon moment de quelqu'un, donc il se rappelle et il part. Il décide, donc, in extremis, de lui aussi faire mettre en scène un de ses souvenirs pour partir. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Ça prouve que ces gens-là qui sont bloqués dans les limbes en tant qu'assistants pour aider les défunts peuvent, un beau jour, aussi se souvenir et partir. C'est juste en retard, quoi. Et donc, c'est là où il y a aussi la jeune Shiori qui va l'aider, hein, c'est l'assistante, qui va prendre sa place ensuite. Il y a une boucle, parce qu'au début, le film commence un lundi, on voit ces travailleurs sociaux de l'au-delà qui aident, et puis voilà, jusqu'au dimanche, jusqu'au moment où tous les films vont être tournés. Il y a aussi d'ailleurs l'histoire de cette dame âgée qui se rappelle d'un souvenir tout jeune, habillée avec une sorte de robe et des chaussures rouges. C'est important aussi l'idée du passage des chaussures rouges, hein. Rappelez-vous que ce soit le magicien d'Oz ou les chaussons rouges si vous voulez, bon, bon je sais pas s'il y a un rapport, mais c'était très touchant l'idée que c'est grâce à son frère sur lequel elle a veillé jusqu'au bout après, et il y a ce souvenir-là qui reconnecte. Bon bref, tout ça pour dire que du lundi au dimanche, puis après le film recommence sur un lundi, et si vous voulez, la jeune Shiori, enfin l'assistante qui maintenant devient une des travailleuses principales, une des conseillères principales, a pris la place, celui qu'elle a aidé à finalement partir un peu en retard. Et c'est très beau tout ça. Il y a l'idée de boucle aussi, la vie, la mort, les souvenirs, et puis à un moment, on accepte ou pas. C'est la fameuse acceptation aussi du deuil de sa propre vie. Et avec les bons souvenirs qu'on peut avoir, peut-être qu'il est plus simple d'accepter sa mort. C'est assez dur quand même. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses là-dessus, des petites scénettes filmées qu'on voit pas forcément, d'ailleurs on voit surtout le dispositif qui filme, ou les spectateurs qui regardent, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est le moyen que Koreeda a choisi de discuter et de dialoguer avec ses spectateurs aussi qui sont devant le film. Moi je trouve ça très fort. Je vais faire la zone spoiler. Bref, Afterlife, c'est vraiment très bien. C'est un Koreeda que je n'imaginais pas voir ainsi. Je savais qu'il avait tâté un peu du fantastique, mais je savais pas trop dans quel domaine. Ben, voilà, maintenant je sais. Et en fait, tu vois que de toute façon, il est toujours ancré dans une idée de réalité de terre à terre à travers les souvenirs. Et cette idée aussi du social japonais, quand même, parce que ce sont des travailleurs sociaux de l'au-delà. Là, c'est très amusant, quand même. C'est un réalisateur très humain, Koreeda. Et quand tu as beaucoup d'humanité en toi, tu penses à tout.
Tu penses au lien entre les gens, tu penses à ton existence, mais aussi à ce qui pourrait advenir après celle-ci. Et donc, par extension, le deuil ou les souvenirs de vie, qui peuvent te permettre de continuer à vivre d'une certaine manière, même après. Donc oui, je vous conseille ce Afterlife ou ce Wonderful Life. Finalement, les deux vont très bien, quelque part, d'une certaine manière, comme titre. C'est un film qui m'a assez impacté. J'ai été obligé de prendre une douche avant de faire cette vidéo. Désolé d'ailleurs, la luminosité a baissé au moment où j'ai commencé le tournage. J'espère que ça n'a pas trop impacté le visuel ici, mais remarquez, on était peut-être dans les limbes aussi de l'au-delà, avant l'au-delà, dans cette vidéo comme dans le film. Mais c'est pas grave. L'important c'est que vous m'ayez bien entendu et surtout que vous puissiez réagir à ce que j'ai dit. Ou pas dit, ou mal dit, ça dépend. Hein. Il y a pas mal de choses que j'aurais pu encore plus développer au sujet de cette œuvre. À vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!